ma question de tout à l'heure, c'est-à-dire il y a 40 minutes, Ouais. et je pense qu'on est à 10% de la réponse, donc on va passer, je pense, une petite semaine ensemble. Non, je plaisante. Ok, ma question, c'était dans quelles conditions tu t'es retrouvé en situation d'isolement? Donc, je comprends qu'il y a une grande partie qui est 120 jours au Népal avec ces différentes phases dont tu viens de parler, mais il y en a d'autres, en fait, dans ton parcours. Ouais, en fait, je suis devenu aventurier, enfin, on va dire professionnel aujourd'hui, mais je suis devenu aventurier ou aventureux ou explorateur, comme on veut. Mais aujourd'hui, j'explore des territoires qui sont quand même assez hostiles et pour certains, totalement isolés. Là, je reviens du lac Baïkal. Euh, j'ai passé beaucoup de temps, même si j'étais accompagné de Perrine Fage, qui est très proche de moi et avec qui j'avais envie de passer enfin de faire cette expédition. Le lac Baïkal, c'est un désert glacé. C'est un lac en fait. C'est un lac complètement loin de tout. Et on se retrouve, ouais, là, tu es vraiment face à toi-même parce qu'au-delà de tout ce qu'il y a on va dire, comme danger autour, c'est-à-dire des ours, des loups, etc., qui t'isolent un petit peu parce que qui te t'obligent à rester sur le lac et pas aller dans les montagnes à chercher à manger ou à boire. Ce qui t'isole, c'est que t'es sur la glace et dans une glace qui est, enfin, autour, il fait moins 30 degrés, entre moins 30 et moins 50 degrés à des moments. Et quand tu dois rester sous la tente ou quand tu dois avancer dans un endroit qui est complètement gelé et tu as l'opportunité ou en tout cas la chance à des moments de croiser un pêcheur par jour qui te donne une indication ou qui te parle dans un russe. Déjà, je ne parle pas russe, mais en plus, là, il connaît peut-être un mot d'anglais, tu vois, et c'est bonjour. Tu te sens vraiment seul, quoi. Tu te sens vraiment seul et c'est ouais, c'est pour moi un isolement qui est évidemment choisi, mais qui est un vrai apprentissage parce que dans le froid, tu vois, tu dois rester dans cette tente toutes les nuits. Au début, on voulait avancer la nuit, mais on se sentait, enfin déjà, on était complètement crevés, mais on a eu des tempêtes de neige, tu vois, quand le climat se mêle à tout ça et t'isole hein, de tout parce que bah, t'as pas de téléphone. Hein. On avait un téléphone satellite, mais on pouvait rien faire d'autre qu'envoyer des images. Je pouvais envoyer une image par jour et quelques lignes. Je l'envoyais à mon community manager. Mais tu vois, tu peux rien faire, quoi. Et puis, t'es seul, quoi. T'es seul face à toi-même, t'es seul face à tes démons. Et là, il y avait Perrine qui était là. Et moi, j'avais l'impression de faire le papa à des moments. Et des moments, je craquais total, comme une nuit où j'ai eu très, très froid. Il faisait moins 35 dehors et donc moins 30 dans la tente. Là, que Perrine soit là ou pas là, j'ai cru que c'était fini, quoi. Et l'expérience de ça, bah, ça te ramène, ouais, ça te ramène au vivant quand même. Même si j'adore mes expéditions, c'est une expérience d'isolement. Ensuite, j'ai eu des expériences, oui, j'ai eu des expériences dans des déserts comme le désert du Sahara. L'année dernière, j'ai fait Paris-Dakar en vélo en 20 jours. Donc, ça fait 5620 km. Et là, évidemment, j'avais une connexion qui était quand même assez bonne. Donc voilà, tu rencontres des gens à des moments donnés. Mais dans le Sahara occidental, tu as on va dire, des parcelles de 200-300 km où tu n'as rien, pas à boire, pas à manger et pas d'humain. Et ça, pour moi, ça a été vraiment compliqué à gérer parce que tu as choisi d'être là, mais tu es mort en fait. Tu as une fatigue absolue. L'Himalaya, ça a été dur, mais l'Himalaya, tu as quand même de l'humanité, on va dire, toutes les 24 heures, tu peux rencontrer quelqu'un. C'est dur, mais voilà, on va dire qu'il y a plus dur. J'ai traversé l'Himalaya d'est en ouest, en fait, en vélo, le Great Himalaya Trail, et il y a 2000 km et 90 000 mètres de dénivelé positif, et c'est une trace qui est très, très isolée, très, très haute, et tu passes ton temps au-dessus de 4000 mètres, et il n'y a pas grand monde qui habite, donc ni animaux, tu as très peu d'animaux qui y vivent, et très peu d'humains. Donc, tu en rencontres, ouais, toutes les 24 heures à des moments, des fois c'est un peu plus.
Et là, tu flippes. Ouais. Là, ça, c'était après Vipassana, tu vois, c'était presque 6 mois après Vipassana, mais j'ai senti à ce moment-là que j'étais pas encore parfait de ce côté-là, quoi, parce que dans ma, dans ma plus tendre jeunesse, disons que j'avais très très peur d'être seul. Je voulais tout le temps combler des vides. Alors ça arrive aussi aujourd'hui, mais là, à ce moment-là, même j'étais dans le plus grand vide en fait. On était avec mon Sherpa Nawang, on se perdait de vue souvent et on flippait l'un et l'autre parce que on savait qu'on était la seule personne sur qui compter sur les 100 km à la ronde. Mhm. Et voilà. Donc, à chaque fois que tu as réalisé un exploit, enfin, si j'ai bien compris dans l'ordre, tu as traversé la France, l'Europe, l'Himalaya, il y a eu le Népal, le Tibet, tout ça à vélo à chaque fois, y compris sur le lac sibérien, le Baïkal. Euh, Concrètement, c'est-à-dire que tu roules, je me suis posé cette question-là, tu roules en vélo sur la glace. Ah ouais, c'est un lac gelé, donc c'est ça aussi la difficulté de cette expédition. J'avais envie de traverser ce lac pour me préparer pour mes futurs projets qui sont sur des déserts complètement hostiles, comme sur le froid l'Antarctique ou l'Arctique, qui sont les deux pôles. Mais le Baïkal, ça pouvait me préparer à ça. Le Baïkal, à des endroits, au nord du lac, tu peux avoir jusqu'à 1,50 m de glace. Donc, bon, c'est sécure, hein, complet. Il y a pas de, t'as aucune crainte, hein, même si au début, la première nuit, on est parti à 3 heures du matin. Tu sens la glace crisser sous tes roues, en fait, se casser sous tes roues parce que quand elle change de température, elle craque, quoi. Comme quand tu ouvres le réfrigérateur et tu mets de l'eau dessus, l'eau chaude, voilà, ça explose. Bah là, c'est la même chose. Mais ça Et nécessite pardon pour ces questions vraiment néophytes, mais ça nécessite un apprentissage. Moi, tu me mets sur une plaque de verglas. En vélo, il y a quand même de grosses chances que je me casse la gueule en 2 secondes, quoi. Comment tu fais pour rouler sur de la glace? C'est un bah, équipement spécial? C'est ouais, quoi? ouais, t'as des pneus clous. T'as des pneus clous comme pour une voiture, Ouais. mais même avec des pneus clous, en fait, t'as des moments où tu glisses tout le temps. En fait, t'es tout le temps en glisse. Tu peux pas Euh, freiner, quoi, en gros. Tu freines un peu euh, sec, tu Bah, pars en aquaplaning? le premier jour, je me fais rentrer dedans par une voiture parce que ils arrivaient à 60 km/h sur la glace et on était en face comme ça. Et il y a beaucoup de voitures qui circulent sur le Baïkal, D'accord. notamment au nord. Et là, c'est l'espèce de Disneyland des Russes à cette époque-là. Et moi, je me rends pas compte qu'une voiture, ça peut pas freiner même à 100 mètres de toi. Si elle freine, c'est déjà trop tard. Et le Mhm. mec arrive trop vite, il me fonce dedans. Il a failli me casser la jambe gauche. Il casse une partie de mon vélo à l'arrière. Mais il avait pas l'équipement adéquat, quoi. Mhm. Et Perrine elle est tombée plusieurs fois, mais dont une fois la veille de l'arrivée, la dernière nuit, parce que elle voyait des choses, soit des choses traversées, parce que tu es souvent des hallucinations quand tu fais des expéditions de ce style. Euh, mais en plus, elle voulait éviter quelque chose en fait. Elle voulait éviter une plaque j'allais dire une plaque de verglas, mais c'était un bloc de glace, quoi. Et elle l'évite et en l'évitant, elle tombe par terre et elle se fait assez mal, quoi. Elle s'est tapée la frontale sur le front et tout. Donc, ouais, ouais, même pour les meilleurs, ça glisse. En fait, plus tu vas vite, plus ça glisse, quoi. Ok, donc tu nous as raconté plein d'expériences d'isolement plus ou moins seul. D'ailleurs, c'est intéressant de Mm, comprendre qu'on peut être assez nombreux et isolés quand même, mm. euh, ou inversement, qu'on peut être seul dans un endroit mais très connecté avec d'autres. Euh, Comment tu as vécu, si tu devais m'en faire un petit résumé, parce que je te connais maintenant, ne pars pas pour 40 minutes, mais si tu devais me faire un tout petit résumé de ces différentes situations d'isolement, euh, est-ce que pour toi c'est comparable ou est-ce que c'est des choses très différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres ou est-ce que tu as des points de croisement très forts? Je pense que tout est comparable dans une situation d'isolement, quelle qu'elle soit. Et je pense que la vie en général en fait, c'est du développement personnel. J'ai eu des élèves cette année, je te promets, je pars pas pour 40 minutes, mais j'avais des élèves cette année en cours de développement personnel dans une école de communication. Et je leur disais tout le temps ça dans la vie, vous êtes toujours seul. Vous êtes toujours seul et vous serez toujours seul. Même si vous avez des enfants, un mari, ce que vous voulez, vous serez toujours seul, mais vous serez toujours accompagné. Il y aura toujours quelque chose qui vous ramènera à votre réalité. Moi, dans mes expéditions, des fois, c'est un petit oiseau ou un petit quelque chose qui me ramène à moi, ou un signe, ou une glissade, ou une connerie.
et je me remets à moi-même parce que voilà, quand Perrine tombe, je décide qu'on s'arrête de dormir parce que c'est un signal fort on est fatigué en fait. Et moi, je voulais pas la mettre en danger. C'est aussi ça, partir à deux. Du coup, voilà, c'est toujours la même chose en fait. Moi, j'ai cette impression en tout cas, même si tu vois, on est en période de confinement, je pense que c'est la même chose qu'il y a 15 jours, la même chose qu'il y a 20 jours, qu'il y a 100 jours. Juste là, on vous a obligé à quelque chose et on vous oblige à rester chez vous. Mais je suis sûr que si on laissait la possibilité aux gens soit de rester chez eux ou soit de travailler, en fait, aller travailler, c'est ce truc de projection, c'est la possibilité de fuir, en fait, de fuir la réalité, de fuir ta propre réalité. Donc voilà, et pour juste ouvrir ce truc-là, on est dans une situation climatique qui est gravissime. En fait, ce virus, c'est juste quelque chose qui est arrivé sur la Terre, hein, simplement parce que là, on va dire, on a bouffé un animal vivant. Enfin, tu vois l'animal, ça ne se mange pas. Et en fait, c'est hyper bien vu d'en manger en Afrique, c'est hyper bien vu d'en manger en Asie. Mais pourquoi on le mange en fait? Est-ce que tu as des animaux qui arrivent pour nous manger, qui arrivent dans les villes pour nous manger? Il n'y en a pas beaucoup quand même. Du coup, c'est l'humain qui a créé ça quand même. Du coup, il y a quand même une responsabilité qui est collective. Il y a des changements qui sont à faire. Mais voilà, après, chacun voit son isolement comme il veut. Moi, je pense que c'est une opportunité. La vie est toujours pleine d'opportunités. Ouais, pour moi, être seul, c'est toujours une opportunité, même si je ne le supporte pas toujours très bien. En fait, tu nous as déjà donné pas mal d'enseignements de Mm. ces différentes expériences. Euh, Qu'est-ce que tu en as retenu, mais qui deviendrait potentiellement des conseils? En fait, déjà structurer ce qu'on fait, ça c'est comme au travail, mais essayer de se lever déjà, parce que je vois des gens qui font des grasses matinées jusqu'à midi et enfin, je sais pas comment ils font parce que moi je me lève encore plus tôt depuis que je suis revenu de Russie. C'est peut-être la conséquence, mais il y a aussi cette période de confinement. Se lever tôt et faire quelque chose de positif directement. Faire quelque chose qui vous plaît, mais qui vous apprend quelque chose. Moi, j'ai écrit récemment apprenez chaque jour une chose. Et je vais pas faire mon grand gourou du développement personnel, mais je trouve ça cool d'apprendre une chose au moins par jour. Là, je vois des gens qui réapprennent une langue étrangère qu'ils ont appris dans leur enfance, qui refont du sport. Alors, on peut critiquer. Moi, je trouve ça super bien de faire du sport au moins une fois par jour. En faire à l'excès, je trouve ça bizarre parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport et qui se mettent à en faire tous les jours, des fois 2 fois par jour. Donc, avoir quand même une rythmique qui est quand même. Je suis pas un très bon exemple hein, pour ça parce que mes journées sont jamais les mêmes. Mais commencer le matin par quelque chose qui vous plaît, alors ça peut être écrire, soit avant, soit après votre petit déjeuner, ensuite faire du sport. Et si vous bossez, vous faites ça avant, quoi. Écrire un petit peu et essayer de marquer du positif, marquer des points positifs et des points négatifs de la journée d'avant et vos objectifs de la journée parce que moi j'ai appris ça dans le boulot, mais j'ai appris ça surtout avant dans ma carrière de sportif, d'inscrire des objectifs pour essayer de les réaliser. Et voilà, après, en grande ligne, moi je dis toujours ne vous arrêtez jamais de rêver, mais je pense que ça peut être la période pour écrire ses rêves, quoi. Écrire ses rêves, ou on peut les appeler autrement si ça gêne certains le mot rêve, parce que rêve, c'est complètement, on va dire, idéaliste, mais je trouve ça cool d'envisager des choses, de positiver l'avenir et d'essayer d'écrire quelque chose qui potentiellement demain sera la ligne directrice de sa vie. Moi, quand j'ai changé de vie, j'ai passé un mois d'isolement d'ailleurs dans un appartement dans le sud de la France à écrire ma vie, à écrire mes erreurs, à écrire mes conneries, à écrire tout ce que j'étais, juste avant de partir au Népal. Et ça a changé ma vie. Et je pense qu'écrire chaque jour, c'est vraiment une clé indispensable je sais pas, au bonheur ou à l'équilibre, mais en tout cas à un certain apprentissage parce que quand je revois ce que j'écrivais à l'époque, c'est pas si lointain, mais je me remets dedans et ça me remet en fait en ligne parce qu'on oublie des fois, on oublie des choses.
Donc voilà, je vais pas dire comme Tesson, écrire 20 pages par jour, mais écrivez, ouais. Est-ce que tu relis ce que tu as écrit? Bah là, par exemple, je me suis remis dans l'écriture. Ça permet ça aussi, le confinement, ça permet de se remettre dans les choses qu'on a laissé un peu de côté. Ça fait 2 ans que je dois sortir un bouquin. J'ai toujours pas publié parce que j'arrivais plus à écrire, quoi. J'étais dans la projection de mes expéditions, faire, réaliser, et puis me barrer, quoi, y aller, quoi, partir. Et en fait, quand je pars, des fois, je peux donner des grandes leçons existentielles sur le sens de la vie, mais c'est aussi pour fuir ce monde, pour fuir des fois cette réalité qui est la mienne, hein, d'être français, d'être occidental. Évidemment, c'est parce que j'adore réaliser des choses et les transmettre parce que ça a du sens pour moi et j'essaie de donner des émotions aux gens à travers des écrits ou des documentaires. Mais, mais enfin, pour revenir à l'écriture, c'est pour moi, ça a été un exutoire. C'est pour moi un gros changement de vie. Et aujourd'hui, quand je revois ce que j'ai écrit, oui, tu me posais la question, je relis ce que j'ai écrit. Des fois, je me sens mal à l'aise, mais en fait, c'est moi, quoi. Tu vois, c'est moi. Je sais que j'écris beaucoup mieux le matin que le soir. Et j'écris mieux la nuit normalement que le jour. Alors c'est compliqué parce qu'il faudrait que je commence à écrire à 2 ou 3 heures du matin et finir à 10 heures tous les jours. Mais ouais, ça permet ça aussi, je pense, le confinement, trouver un nouveau rythme qui est différent, quoi. Alors, dans tes conseils, donc, si j'entends bien, il y a se créer une routine, peut-être basée sur un nouveau rythme, intégrer dans cette routine le Ouais, fait d'écrire, parce que c'est ouais, important pour ouais, toi d'écrire. Ne pas ouais, s'interdire de travailler sur ses rêves. Je le redis avec ouais, mes mots, mais en gros, c'est ce que ouais, tu ouais. nous disais. Euh, Tu nous parles pas de faire du sport dans une routine, ça te paraît très bien. Tu nous parles pas de méditation. Est-ce que ça te paraît important, le En, fait en d'essayer de fait, en, méditer en, pendant ce en fait, moment-là? pour moi, ça serait pour moi la valeur numéro un, tu vois, de tout ça. Mais j'ai tellement du mal à dire aux gens, à chaque fois que j'ai dit aux gens de méditer, personne ne médite. c'est c'est toujours un truc, à part si je m'adresse à des méditants avancés ou des gens qui méditent tous les jours. Mais c'est pas quelque chose qui est ancré. Alors, c'est pas que j'ai laissé tomber parce que je voulais monter un meditation center, enfin un happiness center en France pour ça, de méditation, avec une éducation de Vipassana et tout ça. Mais bien sûr, je pense, hein, mais aujourd'hui, tu vois, ce qui est difficile pour moi, j'essaie de ne pas le donner aussi parce que aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à reméditer en France et notamment à Paris. Tu vois, quand je suis dans les Alpes ou quand je suis ailleurs, j'ai beaucoup moins de mal, même quand je suis dans le sud, j'ai beaucoup moins de mal à méditer. Ici, c'est vraiment dur de méditer. Du coup, je ne peux pas dire aux gens de méditer tous les jours, alors que c'est hyper dur pour moi, mais je pense que Ça, on au-delà est du… d'accord que c'est parce que ça t'a créé, tes expériences ont créé une espèce d'exigence sur ce que Ouais. méditer veut dire, Mm. qui fait que ça te paraît impossible de le faire. Après, aujourd'hui, je vois plein de gens qui font via des applis ou via des sessions live sur Instagram. En fait, j'encourage toujours à prendre 1 heure pour soi. Alors, il y en a qui me disent le sport, c'est une méditation, l'écriture, c'est une méditation. Je suis d'accord, mais prendre 1 heure pour faire soit un body scanner, enfin, regarder ses sensations des pieds à la tête et de la tête aux pieds comme ça, et se concentrer uniquement sur sa respiration, en fait, ça permet de revenir à soi. Et donc, je le conseille évidemment, et je le conseille, si c'est difficile, 1 heure, bah, commencer par 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et assister ou non assister parce que les méditations assistées, je trouve qu'il y en a qui font des trucs super bien, et même des logiciels, des applis et tout, je trouve ça cool. Donc, ouais, méditez tous. Ouais, tu disais même, je sais plus où, 1 minute, 4 à 5 fois par jour, c'est un bon début si on veut, Ouais. si on n'est pas forcément prêt à rentrer dans des sessions longues et exigeantes. En fait, c'est revenir avec, toi, tu as un problème ou un truc, bah, moi, des fois, je change de pièce et j'essaie de me poser et de me dire, c'est pas grave, en fait, je peux pas en vouloir à la personne ou je peux pas m'en vouloir à moi. C'est comme ça et ça va passer. Tout passe, en fait, parce que sinon, je casse tout. Ça ne m'étonne pas complètement. Euh,
Faire du bien autour de soi, tu disais, tu en as parlé tout à l'heure en disant que tu te sentais mieux finalement quand tu Mm. donnais plus que ce que tu reçois. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut, est-ce que tu conseillerais à tout le monde en fait de se rendre utile aux autres Ouais. pendant cette période de confinement? J'ai vu avec une certaine émotion que les gens vraiment étaient engagés autour du corps médical. Je trouve ça vraiment fort. Après, il y a beaucoup de gens aussi dans la rue qui n'ont pas forcément de logement et du coup, enfin, ils ont personne à qui parler. En plus, ils sont dans la rue, du coup, ils sont vraiment dans la grande difficulté. Je pense que donner à qui que ce soit, c'est au-delà des sessions de sport collectives sur Internet. Je vois des mecs qui font du coaching à distance de manière gratuite, etc. Mmh. Je trouve ça génial parce qu'on va petit à petit aller vers ça et donner aux gens. Là, tu vois, j'ai fait du rangement là, toute la matinée et j'ai C'est retrouvé des original. fringues. J'ai retrouvé des fringues pour que je devais donner au Népal, que je n'avais pas pu emmener la dernière fois. Et Mmh. je pense que je vais les donner à une asso. Je vais y aller dans la semaine parce que voilà. Et je vais essayer de donner du temps pour le corps médical parce que c'est compliqué, quoi, tu vois. C'est compliqué ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est compliqué un peu partout, dans toutes les boîtes. Mais là, à l'hôpital, c'est un peu la guerre, pour ne pas employer les mots de notre cher président. Donc plus que jamais, aider. OK, ça fait pas mal de conseils. En effet, est-ce que Ouais. tu t'en es, il y en a certains que tu as appliqués à toi-même, ça j'ai bien compris. Tu viens de l'expliquer sur comment aider. Mm. Méditer, tu nous dis que tu as du mal. Est-ce que tu Ouais. t'es créé une routine? Non. OK. Je me suis pas créé de routine. Par contre, elle est pas stricte. Je pourrais être, je pourrais dire oui, j'ai créé une routine. Ma routine, c'est tous les jours de me lever, de prendre mon petit déjeuner juste après d'écrire. C'est ça ma routine. Mais en réalité, en fait, j'essaie juste de prendre un bon départ, comme dans mes expéditions. C'est toujours ce que je fais. J'essaie toujours d'utiliser à peu près cette méthode-là. Prendre mon petit déjeuner parce que un, je suis gourmand et deux, c'est mon premier gros plaisir de la journée. Alors j'ai besoin de, j'ai du mal à faire du sport à jeun. Enfin, j'essaie de le faire, mais j'ai du mal. Du coup, je fais ça et je me mets tout de suite à écrire. Comme ça me met sur bonne énergie. Et puis, si je galère, au moins, j'ai toute l'énergie, toute la journée pour faire ce que je devais faire le matin. Et après ouais, faites des choses que vous faites pas d'habitude. Là, j'ai commencé à refaire de la mécanique de mes vélos, refaire des trucs qui sont pas trop ma tasse de thé, même si je suis spécialiste d'exploits sportifs, on va dire. Faire la mécanique de mes vélos, je supporte pas ça et voilà, je suis pas minutieux pour un sou et ça m'énerve de voir des câbles, des trucs. Je deviens fou, c'est comme l'informatique, mais voilà, c'est ma zone de confort. J'essaie d'en sortir même par ce moyen-là, quoi. Je comprends. Ouais. Alors, je vais te demander un exercice impossible pour toi, mais du coup, ça me plaît. En une minute. Ouais, même 1 minute, mais que tu es gourmand. En 30 secondes, s'il devait y avoir, non, s'il devait y avoir, allez, un impact, une chose qui change vraiment dans ce monde d'après, idéalement et en étant réaliste, ce serait quoi? Prenez soin des autres. Regardez votre voisin, votre voisine. Essayez de sourire. Voilà, là, ça fait déjà deux choses. Mais si je dois t'en dire 10, je peux t'en dire 10. Soyez heureux, quoi. Essayez d'être heureux, en fait. Ça serait l'objectif numéro un pour moi de tout. Ça serait le sens de la vie, de se dire, je suis heureux parce que quand on donne, on est heureux. Quand on sourit, on est heureux. Quand on essaie de transmettre quelque chose, on est heureux. Quand on médite, on est un peu plus heureux. Quand on fait du sport un peu plus, on est un peu plus heureux. Voilà, c'est toutes ces choses-là, essayer de l'équilibre et être plutôt qu'avoir. Et voilà. Et j'ai fait 30 secondes, je pense. C'est- oh, largement. Non, mais c'est ce qu'on comprend à travers ce que tu viens de nous dire là, dans les minutes qu'on vient de passer ensemble. Et puis, quand on consulte ce que tu as écrit, fait, les images, on voit bien que en fait, la recherche du bonheur est un travail à part entière et que c'est un chemin et que tu es sans doute sur ce chemin et qu'on n'est jamais complètement au bout de ce chemin-là, j'imagine. Mais en tout cas, je pense qu'on peut retenir et de cette conversation et de plein d'autres contenus. Donc, je vais juste le dire en quelques mots.
tous ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur Vipassana, il y a un SoundCloud qui est super bien fait, qui s'appelle Advent Talks, qui est le tien. Il y a plusieurs épisodes. J'avoue que je n'ai écouté que celui sur Vipassana, mais il est top et il donne plein d'éléments. Alors, j'avais 150 questions qui sont un peu en dehors, hors confinement, donc je les ai pas couvertes là, mais déjà on apprend plein de choses. Sur YouTube, il y a 2 vidéos en particulier. Il y en a une qui est Rêve Himalaya, qui fait 12 minutes, qui est donc sur ton expérience, ton expédition dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Tu as La Route de la Chaleur, c'est le Paris-Dakar en vélo, 35 minutes sur YouTube. J'étais assez fier parce que je n'ai pleuré que 2 fois et je pense qu'il y a un bon potentiel pour pleurer plus que ça en fait. Et ceux qui me connaissent savent que je suis pas le dernier à pleurer devant des images émouvantes. Là, ça marche assez bien. Alors, c'est émouvant, mais on voit aussi pas mal des éléments dont tu as parlé aujourd'hui. On mesure la douleur de l'effort. Donc, on est parfois en souffrance avec toi et je trouve qu'on vit particulièrement bien la dimension en connexion, puisque je le disais en introduction, moi, je t'ai connu via les réseaux sociaux où j'avais l'impression de faire un peu partie de tes expéditions, ce qui était bien une vue de mon esprit. Mais en fait, ce qu'on voit bien, c'est que malgré cette connexion, c'est à chaque fois des expériences que tu vis avec toi-même. Et puis, tu as quelques éléments qui passent sur cette route, mais qui est une route quand même très en isolement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Tu me disais tout à l'heure que, avant qu'on soit officiellement sur cette interview, que Instagram est le bon endroit pour suivre tes expériences un peu au quotidien. Et là, pendant cette période de confinement, j'ai vu que tu donnais justement des conseils en t'appuyant sur tes expériences passées. Donc, c'est super intéressant. C'est des images, mais c'est aussi des textes qui sont tous intéressants à lire. Donc, c'est un bon point de repère que d'aller sur Instagram. Je mettrai tous les liens avec cette vidéo pour que chacun puisse s'y retrouver. Bon, c'était super. On a passé quoi? 1 heure 1 heure au lieu des 20 minutes qu'on avait prévues. Mais encore, je t'ai arrêté en cours de route. On aurait pu en faire 2 ou 3 comme ça, je suis sûr, mais c'est passionnant. Il y a plein de choses. Ouais, mais il y a plein de choses en fait, qui sont très motivantes, où on a envie d'aller sur ce chemin-là. Après, je te cache pas que ton chemin, il a l'air aussi fait d'étapes où il faut accepter de souffrir pour arriver à l'échelon d'après. Et donc, il y a quand même cette espèce je sais pas si c'est bouddhiste, mais c'est judéo-chrétien aussi, que d'accepter de souffrir pour progresser. Alors, on voit, l'avantage, c'est que toi, tu mets très en avant les progrès, c'est-à-dire qu'on les perçoit, mais tout de suite derrière, on se dit, ah ouais, mais ça n'est qu'un échelon et il y a l'échelon d'après, il va falloir re-souffrir. Après, moi, je trouve qu'il y a plein de dynamiques super positives. Ton combat pour la planète est évidemment plus que jamais nécessaire, urgent, et tu en montres quelques éléments. C'est plusieurs fenêtres que tu ouvres sur ce sujet-là, mais tu l'as dit pendant cette vidéo, ce qu'on vit en ce moment avec le Covid est aussi indirectement ou plus directement un effet des traumatismes qu'a subi la planète. Voilà, donc c'est super inspirant. Je suis super honoré que tu aies passé 1 heure de ton temps avec moi. Merci le confinement. C'est aussi un des bénéfices du confinement. Je pense que je les aurais jamais eus s'il n'y avait pas eu ça. Donc, merci beaucoup. Puis peut-être qu'on refera un jour un point sur là où tu en es. Ouais, avec grand plaisir. Merci à toi. Merci pour ce que tu es et ce que tu vas donner aux gens, parce que je pense que c'est important de transmettre ça et de laisser et mettre un point, dire c'est quoi le monde d'après aujourd'hui et s'en reparler dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Ça sera un bon marqueur parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les 5 prochaines années. Alors, on va se quitter sur ça avec ma dernière question et je ne poserai plus de questions après. C'est quoi ton projet tout de suite après? Dès qu'on peut sortir du confinement, tu fais quoi? Tout de suite après, je pense que je partirai tout de suite vers le Népal et je pense refaire un Vipassana et de nouveau m'apaiser, revenir à moi et traverser le Népal d'est en ouest par le sud. Voilà, ça sera ma première expé, mon premier voyage avec moi-même et avec les autres. Ouais. On suivra ça. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. Ouais, merci à toi. Ciao, ciao.